Nous sommes donc, comme je le disais incessamment, avec des éditorialistes de la presse au Burkina Faso pour analyser, décrypter et commenter les chiffres de la présidentielle 2020 au Burkina Faso. Les chiffres de la présidentielle, donc, une présidentielle qui voit la victoire de Roch-Marc Christian Kaboré avec 57,87% des voix. Il est suivi de Edi Komboibo du CDP qui gagne 15,48% des voix et de Zéphirin Diabré classé 3e avec 12,46% des voix selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. Que peut-on dire de ces chiffres? Quelles sont les surprises ou sont-ils conformes aux projections des observateurs? Quel enseignement tirer? Est-ce que ces chiffres et ces victoires redessinent l'échiquier politique burkinabé? Le président élu a fait mieux qu'en 2015 pour son score. Quelle analyse faire de cette performance? Réponse donc avec nos invités. Et nos invités, c'est Joachim Vokouma de Kasseto.net. Bonjour Joachim. Bonjour. Merci d'être là pour ces échanges. Deuxième invité, Paul Miki Rwamba de Waga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kinoï. Merci d'être là pour les échanges. Merci. Troisième invité, Dieudonné Zungrana, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Dieudonné. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour les échanges. Et en fait, quatrième invité sur ce plateau, Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Merci d'être là. Nous aurons également en duplex Ahadi Sandamba du siège du campagne des MPP qui pourra vous faire écho de la réaction des acteurs politiques, notamment du MPP, par rapport à cette proclamation des résultats provisoires. Mais retour sur ce plateau, donc on va commencer avec vous, Joachim. Au regard des chiffres qui sont donnés, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des surprises? Non, pas vraiment. C'est vrai qu'avant les élections, on faisait des pronostics. Se disait que dans une élection démocratique, tout est possible. C'est-à-dire ceux qui parlaient du coup KO dès le premier tour et ceux qui estimaient que un pouvoir qui demande, un président qui demande un deuxième mandat après 5 ans d'exercice, il est quand même un peu usé. Ensuite, avec tous les éléments sécuritaires que nous connaissons depuis 2016, en janvier 2016, certains estimaient que voilà, c'était une situation qui portait atteinte quand même à son bilan et qui ne pourrait pas être de nature à favoriser une élection dès le premier tour. Ce débat a eu lieu. Mais quand on regarde pendant la campagne, quand on a suivi la campagne, on a vu qu'il y a eu une disproportion de moyens déjà entre le candidat du MPP, candidat sortant, et les autres. Il y avait lui et les autres. C'est vrai que les deux qui suivent, Edi Komboibo et Zéphirin Diabré aussi, avaient assez de moyens, mais le trio de tête faisait carrément la différence avec les autres. On a vu des gens qui avaient du mal à se déplacer avec une logistique assez consistante pour organiser des élections. Donc, au niveau des moyens, il y avait déjà une disproportion. Et puis, le candidat sortant avait un bilan qu'il défendait. C'est vrai, à tous les meetings, ça a été évoqué. La question sécuritaire, la grogne sociale et la Covid. Le candidat a expliqué que ces 3 facteurs ont fait en sorte que son programme n'a pas été mis en œuvre jusqu'au bout. Ça a été perturbé. La question sécuritaire a obligé le gouvernement à redéployer les moyens financiers dans le secteur de la sécurité, au détriment évidemment des secteurs sociaux. Ça a été la plaie pendant 5 ans. Mais quand on regarde les résultats, on a le sentiment que même dans les zones de forte insécurité, les populations ne lui en tiennent pas vraiment rigueur. Quand on regarde que ce soit dans le nord, dans le centre-nord, à l'est, il arrive largement en tête devant ses concurrents. Largement en tête. J'ai regardé les chiffres province par province. En dehors de l'Oumitenga, où Edi Komboibo est arrivé avec 60% des voix, et dans le Boulgoum, où Zéphirin Diabré est arrivé avec 54% des voix. Dans toutes les provinces, le président sortant arrive largement en tête dans toutes les provinces.
y compris dans les zones de sécurité. Donc, c'est le sentiment que, bon, les populations se disent, c'est vrai, mais est-ce que... Bon, enfin, ils n'en veulent pas, ils n'en tiennent pas tellement rigueur pour ce qui se passe, même si effectivement, il y a des responsabilités que le gouvernement doit assumer. Quand on regarde les chiffres, on a le sentiment que le bilan qui a été présenté, défendu dans tous les meetings, a été un bilan qui a été, apprécié par les populations. Toutes catégories sociales confondues. C'est ça la sociologie électorale aussi dans nos pays qu'il faut regarder, et non pas à partir de Ouagadougou, quand souvent on fait des analyses à partir le débat sur les sondages, on l'a eu plusieurs fois, sur des sondages, sur le bruit de la ville, entre griffes, qui n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe dans le pays, dans le pays réel. Oui. Donc, je crois que c'est des leçons qu'il faut tirer pour nous tous, quand on va faire des analyses sur telle ou telle action politique. Il faut qu'on essaie de voir large et non pas rester dans la capitale pour tirer des enseignements globaux. Oui, Albert, de votre côté, est-ce que c'est une surprise ou bien les choses n'étaient pas gagnées d'avance? La surprise, c'est long, parce qu'aujourd'hui, à l'opposition, on vous dira qu'on est surpris qu'il n'y a pas un second tour. Donc, naturellement, si on est du côté de l'opposition, c'est une surprise. Maintenant, pour ma part, personnellement, je disais depuis longtemps qu'on voyait venir. Ce n'était pas évident qu'il y ait un second tour, pour la simple raison que je disais qu'avant d'essayer ce pacte au niveau de l'opposition politique, pour le second tour, il fallait d'abord voir comment on travaille pour arriver à un second tour. Parce que le second tour, ce n'est pas un acquis. Il faut un travail pour que le second tour puisse être une réalité. Malheureusement, l'opposition ne l'a pas fait. L'opposition pensait déjà qu'on part à un terrain conquis, on va absolument avoir un second tour, alors que les conditions n'étaient pas réunies. Maintenant, quand on prend le MPP, on sait bien qu'au niveau du MPP, il y avait une force qui est là, parce que ce que les gens oublient, là-bas, on ne travaille pas pour un second tour, mais on travaille pour un coup KO, comme ils le disent. Et quand vous prenez les résultats provisoires, par exemple, des élections législatives, avec un parti comme le NTD qui crée la surprise et qui a appelé ses militants, qui a donné ses consignes de vote dès le premier tour, qui est le fait que voter Roch Christian Kaboré comme président et voter le NTD aux législatives, ça veut dire que le message il est très bien passé. Quand vous prenez par exemple l'UNIPS qui appelle ses militants à voter pour Roch Christian Kaboré au premier tour comme président et aux législatives pour l'UNIPS, le message il est encore bien passé. Vous prenez d'autres partis comme le RPI, vous prenez encore certains partis qui ont montré leur appartenance, leur soutien au candidat Roch, ça veut dire que à tous les niveaux, on travaillait à ce que leur champion soit élu au premier tour. Alors qu'à l'opposition, ce n'était pas forcément le cas. À l'opposition, chacun est parti redispersé dans l'espoir qu'il aurait un second tour. Et là, maintenant, chacun va donner des consignes de vote à ses militants pour élire le président au second tour. Donc, naturellement, moi, dans la stratégie, il y avait un problème. Et on l'a déjà dit ici plusieurs fois que la stratégie ne consistait pas à signer un pacte pour un second tour, mais il faut travailler, créer les conditions de ce second tour-là. Ça n'a pas été entendu, ou du moins ça a été ignoré. Donc un excès de confiance a fait que l'opposition aujourd'hui récolte ce qu'elle ne s'attendait pas du tout. Elle dira que ce n'est pas ce qu'elle a sémé, mais naturellement c'est ça. L'autre chose aussi, c'est le bilan, parce que le président sortant qui est à la fois candidat avait un bilan à défendre également, qui fait que partout où il arrivait, il exposait ce bilan. Et l'opposition jouait sur la question du terrorisme, alors que la question du terrorisme, c'est une question transfrontalière. Donc personne ne peut dire véritablement aujourd'hui que le candidat il est responsable de ce qui arrive forcément, parce que c'est la même question de terrorisme qui s'est vu au Niger, qui s'est vu au Mali, qui s'est vu au Burkina, qui s'est vu dans d'autres pays encore du monde. Encore que si l'opposition dit qu'il n'y a pas eu de réconciliation nationale, le problème, c'est que depuis des années, des Burkinabés sont restés sur cette question. Il y en a ceux qui pensent qu'il faut une réconciliation, mais il y en a ceux qui se posent aussi la question, où est véritablement la place de la réconciliation? Est-ce qu'on en a besoin au Burkina Faso? Alors, l'autre question aussi, c'est véritablement comment relancer l'emploi des jeunes. Donc, l'opposition a beaucoup surfé sur les trois questions, la sécurité, la réconciliation nationale, l'emploi des jeunes, mais sans pouvoir avoir véritablement des solutions pour proposer au Burkinabé. Ce qui veut dire que... Donc, pour vous, les offres
les offres... Ce pas des offres qui étaient véritablement alléchantes, qui pouvaient avoir des voix en tant que telles. Parce que la sécurité aujourd'hui, tous les candidats de l'opposition qui ont tenté de surfer sur la question de sécurité pour pouvoir battre les cartes du candidat sortant et du président sortant, n'avaient pas forcément une réponse concrète également à faire au Burkinabé que de parler des négociations. Ce qui était déjà discutable parce qu'au sein de l'opinion, ça ne passe pas quand on parle de négocier avec des terroristes. Donc on risque de faire déjà perdre des voix parce que personne ne vous croit forcément, sauf peut-être vos militants. La deuxième question, c'est comme je le dis, c'est la réconciliation nationale. Certains se posent la question aussi, est-ce que le Burkina Faso en a besoin aujourd'hui d'une réconciliation? Si oui, quelle est la formule qu'on propose pour aller à la réconciliation? Personne de cette opposition également n'a pu dire concrètement voilà ce que je fais. A contrario, le candidat sortant, ou du moins le président sortant, qui fait une interview une semaine à l'avance, et ce qu'il jette comme proposition, c'est de dire que dès le premier semestre, je réalise la réconciliation, et si le président comprendrait veut rentrer, il pourrait rentrer, mais il répondra à la justice. Donc, moi je pense que les offres que l'opposition a faites, ce n'est pas forcément des offres qui étaient accompagnées de solutions véritables immédiatement. L'emploi de la jeunesse, je vois, c'est des chiffres qu'on a donnés comme en 2015 également. Tantôt on parle de 500 000 emplois ici, l'autre parle de 600 000 ici. En 2015 c'était pareil. Donc c'est des questions pour moi qui ne changeaient pas forcément la donne, quoi. Oui, juste pour réagir sur la réconciliation nationale, je pense que dans l'opposition comme dans la majorité, tout le monde est d'accord pour aller à la réconciliation. C'est comment y aller. Quand on lit le programme de Zéphirine Diabré, c'est écrit noir sur blanc, le triptyque vérité, justice, réconciliation. C'est la même chose dans le programme de Kadri Désiré Ouedraogo et dans le programme du nouveau président. Donc sur ce point, il n'y avait pas de divergence. C'est la manière d'y aller qui faisait la différence entre ceux qui veulent le triptyque vérité, justice et réconciliation et ceux qui estiment qu'il faut aller à la réconciliation sans passer par la vérité. Justement, mais est-ce que, par exemple, je suis d'accord que cette question aujourd'hui fait l'unanimité, mais est-ce que c'est une offre de campagne pour quelqu'un qui est à l'intérieur au fond du Burkina? Est-ce que le sujet qui l'approche en tant que candidat aujourd'hui, est-ce que c'est la question de réconciliation? Nous, on parle de la stratégie qui va amener des voix à l'électeur, qui va permettre au candidat d'aller de l'avant. Maintenant, c'est une question qui est fondamentale. Le H-Kroun, on en parle tous les jours. Les acteurs politiques en parlent également. Des personnalités également en parlent. Mais en termes de stratégie de campagne, est-ce que le Burkinabé qui est un peu en région un peu plus poussée, qui vit le terrorisme, on va aller vers le siège de campagne du MPP où se trouve Ahadi Sandama. Ahadi, est-ce que vous m'entendez? Nous n'avons pas de retour sur ce plateau, donc on va devoir continuer le temps que la technique puisse régler les choses pour qu'on puisse avoir Ahadi en mode clair. Oui, Albert le disait, Dieudonné Zoumbrana, un certain nombre de choses étaient déjà prévisibles. Mais est-ce que pour vous, ces résultats, ces chiffres qui sont donnés aujourd'hui par la CENI comme résultats provisoires de l'élection présidentielle, sont-ils conformes à vos pronostics? Hier, je disais à deux télévisions, une guinéenne et une ivoirienne qui m'avaient interviewé, que les deux scénarios étaient plausibles. Hein. Il pourrait avoir le Wevuka, le 1 Koukao, personne ne criait au scandale, comme il pourrait avoir ballottage. Pour moi, les deux scénarios étaient des scénarios envisageables. Bon, le coup KO a eu lieu et Roch a amélioré son score. Et dans une atmosphère, c'est vrai, où les esprits sont surchauffés, mais pas dans un contexte insurrectionnel, comme on l'a vu, en tout cas dans certains pays. Voilà. C'est la preuve qu'en dépit, effectivement, du fardeau sécuritaire, bon, de la question de la réconciliation, et tout le reste, en tout cas, il y a un renouvellement de confiance des Burkinabés envers le président sortant. Parce qu'il y a eu beaucoup de récriminations sur le quinquennat, qui fut tout sauf un long fleuve tranquille. C'est vrai, et Narongo a un peu énuméré les griefs qu'on faisait au président sortant. Bon, si on prend par exemple rien que le terrorisme, c'est vrai que effectivement, on l'a dit hein, sur ce plateau plusieurs fois, on savait que quand même l'opposition allait en faire un thème de campagne. 5 ans, ça suffit. 5 ans, on n'a pas pu résoudre, en tout cas juguler ou circonscrire le terrorisme.
Bon, ça, c'est vrai que quelque part, cette opposition a raison. Même plus que raison, parce que le rôle régalien d'un État, c'est de protéger en tout cas ses citoyens. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a quand même un changement de position, une inflexion. Parce qu'on dit le terrorisme, ce n'est pas exclusivement du fait du président sortant. À partir du moment où même des États plus puissants roulent la pierre de Sisyphe, ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Ils ont des victoires ici, ils arrivent à vaincre certains Katiba, mais ailleurs, ça recommence. N'en parlons pas d'un pays comme le Burkina, dont l'armée n'était pas préparée à ce genre de terrorisme asymétrique-là. Donc, c'était un thème porteur, mais il fallait quand même offrir encore plus. Donc, ça a été quand même une faiblesse ainsi aussi de l'opposition qui a surfé sur ce volet-là. Concernant le président sortant, et Vokouma l'a dit, il y a ce qu'on appelle, quoi qu'on dise, la prime au sortant. Tout n'a pas été que noir sous le premier mandat de Roch. Je l'ai dit, tout n'a pas... C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui n'étaient pas bien, mais tout n'a pas été que noir. On peut citer... Bon, quand on cite ça, certains ne sont pas d'accord, mais malheureusement, il a engrangé ça dans son escarcelle et il est obligé quand même d'égrener ça au cours de sa campagne électorale, chose qu'il a fait d'ailleurs. Donc, je pense que il y avait ça donc, et véritablement... Je crois aussi que quand on regarde, je crois qu'on a eu une émission ici sur la manière de battre campagne. Quand on regarde aussi la campagne qu'ont déroulé les candidats, bon, les trois qui se sont détachés, le trio, on voyait quand même qu'il n'y avait pas photo. C'est les trois véritablement qui avaient les moyens, qui avaient vraiment des partis étoffés, un appareil. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner une élection sans un appareil. Voilà. On l'a vu, je prends le cas de Kadri. Je le prends parce que je sais que si par exemple un Kadri Désiré Ouédraogo avait un appareil bien huilé, s'il avait réussi par exemple à s'emparer du gouvernement et du CDP, il aurait pu faire mouche. Mais il n'a pas pu, et ça a été un facteur handicapant. Donc les trois là, c'est-à-dire le président sortant qui a été réélu, et Zéphirin Diabré, Idi Kombogwe, avaient des appareils qu'ils ont roulé et déroulé et qui les ont permis de les hisser là où ils sont. Donc il y a tout ça qui explique le coup KO et j'ai dit, il a même amélioré son score. J'ai dit que personne ne crie au scandale parce que, souvent, au risque de me répéter, il y en a qui pensent que, et je pense que le président du CSC l'a dit ici, il y en a qui ont battu campagne aussi sur Facebook. Voilà. Tout en oubliant que Facebook n'est pas une circonscription électorale. Vous me laissez terminer. Parce que c'est ça aussi. On a quand même quelques sympathies par-ci, par-là. On a 10 000 likes. Et ça y est, on se croit présidentiel. C'est plus sérieux que ça. Et une présidentielle coûte cher. On a eu ce débat aussi. J'ai dit et je maintiens, si vous n'avez pas un minimum de moyens, il ne faut pas venir à la politique et a fortiori pour vouloir être président du FASO. Parce qu'une campagne présidentielle coûte excessivement cher et vous avez beau avoir les idées les plus lumineuses, un esprit phosphorescent que vous proposez aux électeurs, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, ça va être difficile. Donc on aura le temps de revenir. Mais tout à fait là-dessus, Dieudonné Zoumoulana. Oui, Paul Miki, est-ce que c'est votre analyse également que ce qui ressort de ces chiffres de la présidentielle publiés ce matin par la Commission électorale nationale indépendante, à quelques exceptions près, ne sont pas surprenants? Non, moi personnellement, je ne suis pas surpris. C'est vrai que ce trio de tête, comme Dieudonné vient de le dire, on voyait les choses venir ainsi, ça ne pouvait pas en être autrement. Au regard justement du travail qui a été abattu sur le terrain de la campagne électorale par ces trois personnalités qui viennent justement dans le trio de tête, et au regard également de la machine politique qui était derrière ces trois candidats. Donc il y en a qui sont arrivés avec des partis politiques qui sont nouveaux, d'autres en indépendant. Ils ont fait effectivement cette expérience de la chose politique en tant que candidat. Ils ont certainement compris et retiré un certain nombre de leçons. L'autre aspect également, c'était la question des moyens financiers qui était également disproportionnée d'un candidat à l'autre.
Et on a vu effectivement que les 3 qui se sont dégagés, ce sont les 3 qui ont peut-être mis le maximum de moyens. Quand on se rappelle évidemment qu'à l'ouverture de la campagne, un certain nombre de candidats étaient toujours à la traîne en attendant évidemment les financements publics, puisque eux, ils ont commencé justement sur des chapeaux de roue pour donc aller directement à l'assaut de l'électorat. Alors aujourd'hui, les chiffres sont là pour montrer évidemment que le président sortant Roch Marc Christian Kaboré l'a remporté et dès le premier tour. Et là également, on pourrait déjà l'imaginer au regard justement, comme je l'ai dit tantôt, des moyens mis et au fait justement que nous sommes dans un contexte africain où il est quand même rare qu'un président sortant, légalement candidat à sa propre succession, ne violant pas les textes, ne puisse pas remporter effectivement les élections parce que le contraire, hein, les exemples contraires sont très peu ici en Afrique et les raisons sont connus. Quand on a déjà et l'appareil d'État que l'on gère, on a un certain nombre d'avantages évidemment, parce que dans le contexte africain, c'est ce que j'ai dit, la sociologie des électeurs, c'est toujours non seulement la tendance de s'inscrire dans une certaine continuité, et je crois que cela a été donc vu dans cette élection. Beaucoup de Burkinabés ne voudraient pas justement lancer le pays dans une aventure avec un nouveau candidat, un nouveau président qui viendra peut-être entre guillemets tâtonner. C'est comme une aventure dans laquelle on se lance. L'autre aspect également, c'est que quand on est président sortant, on a du monde derrière soi, puisqu'on a quand même l'appareil d'État. Le monde ici, ce sont les gens qui sont soit des ministres, qui ont des ramifications un peu partout dans leur village et même leurs proches collaborateurs qui sont engagés dans la fonction publique et tout cela. Donc, il y en a qui sont dans une dynamique de bas de campagne, évidemment, même quand on ne leur demande pas pour conserver leur fauteuil. Donc, de ramification à ramification, on a effectivement cette possibilité facile de pouvoir donc se faire élire. Maintenant, pour l'autre aspect également, c'est que et Dieudonné l'a dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont milité en défaveur du président sortant. Pendant son mandat qui finit, on a connu la question d'insécurité, le terrorisme, qui a été l'une des plus grosses taches noires de ce quinquennat qui finit. L'autre aspect également, c'est qu'on a connu pas mal de situations gérées, notamment la fronde sociale. Il faut évidemment l'évoquer, puisque tout le quinquennat, tout le mandat a été émaillé de grèves et perlé au niveau donc de la fonction publique. C'est vrai qu'il a été reproché au président Kaboré dès sa prise de fonction d'avoir fait le faux pas en donnant tout de suite accès aux revendications des magistrats. Et après, on a vu dès le lendemain beaucoup de revendications qui ont justement mis le pays d'ailleurs en retard, puisque en plus donc d'obliger de donner satisfaction à ces revendications, il y a aussi des frustrés qui sont de bas côté et c'est aussi d'argent qui a été mobilisé évidemment suite à la satisfaction de l'ensemble de ces revendications. Donc il y a pas mal de situations comme ça qui ont milité peut-être en défaveur donc du mandat. Mais aujourd'hui, avec les chiffres ici proclamés, il faut peut-être féliciter l'effort de résilience dont a fait preuve non seulement le président Roch Marc Christian Kaboré, mais également la machine politique du MPP qui l'a accompagné dans cette campagne électorale, parce que c'était pas évident d'aller une fois de plus rencontrer les Burkinabés et leur parler donc d'un nouveau bail à la tête de Kossiam, alors qu'on a effectivement ces dossiers dès le départ du coup KO. Non, je parle que je doute du coup KO. Je ne doute pas du coup KO du tout, mais seulement je suis en train de rappeler un certain nombre de choses qui étaient donc en principe qui militaient en défaveur d'une réélection du président Kaboré. Mais j'insiste aussi sur la résilience évidemment, parce que quand on prend l'exemple du terrorisme là, le message a consisté évidemment à dire au Burkinabé, le terrorisme, les attaques terroristes, ce n'est pas la faute de Roch Marc Christian Kaboré. C'est une situation qui s'est imposée à un certain nombre de pays, mais de l'autre côté également, il devrait être jugé sur la façon dont le terrorisme a été jugulé. Dieudonné a rappelé les chiffres un peu étonnants, où dans certaines localités évidemment, où on pensait qu'il y aurait une forte sanction contre le président sortant par la faute du terrorisme, et c'est là effectivement qu'il a réalisé un certain nombre de scores. Donc en réalité c'est peut-être une erreur, ça a été peut-être une erreur de la part donc, de l'opposition, des autres candidats de surfer sur la question terroriste, alors que bon, peut-être qu'il aurait fallu effectivement évoquer d'autres situations pour donc, ce qui a manqué d'ailleurs dans cette présidentielle, je pense aussi, c'est l'absence d'un candidat qui a proposé les choses autrement, parce qu'on a vu effectivement les autres candidats, certains d'entre eux avaient déjà l'expérience, même si ici la surprise pourrait être venant de Eddy Kombego qui a sa première expérience pour une élection et qui arrive donc justement j'allais en venir quand même Eddy Kombego qui vient en deuxième position avec 15,48% pour une première participation à l'élection présidentielle, c'est surprenant. Oui, avant de répondre à cette question, je pense aussi que tous les présidents sortants redoutent le second tour.
Si vous voyez que même sous d'autres cieux, quand le président sortant remet son mandat en jeu, et en tout cas, il travaille à être réélu au premier tour, parce qu'un second tour est des plus périlleux. Et Roch n'a pas dérogé à cette croyance-là, parce qu'un second tour était quand même assez périlleux pour lui. Bon, il y a aussi l'absence, comme j'ai dit sur ce plateau, de bastion des opposants. On l'a vu ici. Même souvent, certains dans leur bastion, dans leur fief. Parce qu'ailleurs, on a des barons de parti. C'est-à-dire que vous êtes baron à Koudgou ou bien je ne sais pas où. C'est imprenable, c'est une citadelle. Vous êtes là-bas et personne ne peut venir vous disputer ce bastion-là. Ici, on n'a pas. Quand on regarde, on fait une revue de détail. Des chiffres et on regarde, on égrène les chiffres, on a des fiefs où on dit en tout cas ici là c'est tel candidat qui est fort, mais quand on regarde les chiffres, même le président sortant qui devait être battu par ce candidat de l'opposition ne l'est pas, c'est-à-dire qu'il y a une différence marginale. Ça fait qu'il faut que les opposants corrigent ça, parce que pour vraiment, supposons qu'il y ait des passions, des pans entiers qui étaient dans le fief de l'opposition. Mais ils allaient contrebalancer le président et c'est là que va se profiler le second tour. Or ici, quand on regarde les chiffres, même dans leur bastion. Oui. Bon, maintenant... Votre voisin semble pas d'accord avec vous. Non. C'était juste pour donner les chiffres qui accréditent ce qu'il dit. Oui, je donne un exemple. Dans le Yatenga, par exemple, nous avons fait 18%, contre 61% pour le candidat Roch. Dans le Samatenga, Kadri Désiré, il fait 30%, contre 45% au candidat Roch. Dans le Passoré, il dit qu'on aurait fait 34% contre 46% pour le... Il n'y a que dans le Boulgou où Zéphirin, il avait fait 54%. Donc, ça crédite effectivement le fait qu'il n'y a pas de bastion. Il dit Komboro, effectivement, ici, là, le grand retour du CDP, je l'ai dit ici, c'est un survivant. Il s'est battu pour être là où il est, et il faut le lui reconnaître, comme on dit, même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court très vite. Il s'est battu, et il a réussi à prendre l'appareil, le CDP, contre vent et marée, et il a réussi à avoir 15%. Bon, j'ai dit sur France 24 que, en fait, entre les deux, entre Eddy et Pio, il y aura le match dans le match. C'est pas méchant ce que je dis, à défaut que l'un d'eux n'étreigne Kosiam. À défaut, s'il ne gagne pas Kosiam, ça veut dire que ça va se jouer pour la première, la deuxième et la troisième place. Mais on y est. Ce que je dis, c'est que je ne suis contre personne. On dit non, mais aujourd'hui, je finis. Donc, nous disons donc, et dit aujourd'hui, et je pense que cette présidentielle-là, c'est un peu un training. Pour lui, il a frappé fort, hein, mais c'est un training, c'est un entraînement pour lui, pour disposer pour 2025, et je pense que c'est pas rien. Et même Zéphirin a fait une campagne aussi honorable, il s'est battu, parce que quand on regarde les démissions, les pronostics, on dit non, il a fait du mauvais casting, et malgré ça, quand on voit quand même la mobilisation que Zéphirin a fait, et vraiment il n'a pas à rougir. Donc, mais dans un match, il faut toujours un gagnant. Donc je pense que les trois, le trio là, chacun s'est battu. Oui, Paul Niki, oui, Paul avant Albert, oui. Non, je voudrais juste réagir sur les chiffres qui ont été communiqués ici en ce qui concerne les candidats qui ont été battus dans leur bastion, si on peut les appeler ainsi, par le candidat Roch Marc Sankabori. Juste pour faire remarquer que, bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais également quand on prend une localité donnée, il faut savoir que même si c'est le bastion d'un candidat d'opposition, dedans on a des cadres du parti au pouvoir qui se retrouvent, donc soit des députés, en tout cas qui sont des ressortissants de la localité, et qui mouillent le maillot également, parce que personne dans cette dynamique ne voudrait prendre la honte. Et on n'oublie pas également que lorsque le candidat, comme c'était le cas pour cette campagne qui finit, le candidat, le président sortant, candidat à sa propre succession, arrive dans une localité, c'est toute la batterie qui est déportée dans cette localité. Et on sait également quel est le rôle que jouent les moyens financiers, vous l'avez reconnu sur ce plateau, dans une campagne électorale. Donc les questions des fiefs là, moi je doute beaucoup, hein, parce que bon, c'était peut-être avant où on votait justement pour le parent. Même quand on vote aujourd'hui pour le parent, il faut savoir également qu'il y a d'autres parents de la même localité qui relèvent du parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, de plus en plus, c'est quelque chose qu'il faut biaiser. Oui, en 30 secondes, non. Le vote
ethnique n'est pas encore très exacerbé ici. Ouais. Mais il existe quand même, quand on dit, bon, la preuve en est, si on prend il y a des gens dont c'est la donne personnelle qui a joué sous réserve que la CENI confirme, par exemple, les résultats des législatives. Ouais. On a vu, par exemple, un Zambien de Théodore Sordro, qui, avec Sarada, ils ont créé un nouveau parti, mais dans le Namentena, ils ont été élus députés. C'est leur don personnel. En ce moment-là, c'est les fiers. On a vu l'autre là, le transfuge de l'UPC, Simbolo Daouda, qui s'est fait élu MBF dans la COSI. C'est sa donne personnelle. Donc, c'est des gens, on a vu, bon, par exemple, le Dima, peut-être, c'est pas un bon œuvre. On a le Dima aussi, s'il se représente demain, il change son logotype, il sera élu. Là, c'est la donne personnelle. C'est un peu dans cet esprit-là que je parle. Et il doit y avoir des gens comme ça qui maîtrisent leur zone. Tout à fait. Oui, Albert veut réagir. Oui. En fait, moi, je veux réagir plutôt sur un bilan de l'opposition que de Bastion. Parce que quand on regarde les 5 années passées, moi, je dirais qu'il n'y avait pas que le parti au pouvoir, ou du moins le candidat Kaboré, qui devait présenter un bilan ou défendre son bilan. L'opposition également devait défendre aussi un bilan. Bon, ils ne sont pas au pouvoir. Non, je veux dire, leurs actions sur le terrain. Oui, leurs actions sur le terrain. Parce que les 5 dernières années, ces 5 années ont été quand même des années aussi tumultueuses pour le Burkina Faso. Alors, si autant on peut dire que le président Kaboré a mal géré la crise sécuritaire, qu'est-ce que l'opposition également peut aussi montrer comme action qu'elle a eu à mener durant ces 5 années? On ne voit pas absolument, il n'y en a pas. Le problème, on attend à 6 mois des élections pour s'élever et puis on commence à colmater de toutes parts tout ce qu'on a comme idée et puis vouloir proposer au Burkinabé pour être candidat. La seule chose qu'on a pu voir dans ce quinquennat-là entre l'opposition et la majorité, ça a été le dialogue politique. Et ce dialogue a également été remis en cause par plusieurs personnes parce qu'ils ont dit que c'est un dialogue qui devait être inclusif et qui devrait également intégrer que ce soit... contre l'opposition. Non, mais c'est une vérité. On peut même dire encore des choses plus dures que ça. Bon, on se réserve. Il y a des choses plus dures que ça. Pour ce dialogue, il n'y avait que le CFOP. Oui, et la majorité... C'est la seule chose que l'opposition aujourd'hui peut brandir comme un succès parce qu'ils disent oui, là le président a respecté des dispositions de la Constitution qui veut que sur certaines questions que l'opposition et la majorité se rencontrent. Mais quand on voit également le contenu de ce dialogue politique, c'est quoi? C'est parler de l'organisation des élections. Et la question sécuritaire vient de façon sensiblement quand ça coïncide que la rencontre, là, il y a eu une attaque quelque part, on profite, on en parle un peu et puis on continue. L'autre volet, c'est les tractations à côté pour demander le retour de Blaise Compaoré ou de permettre à Djibril Bassolé d'aller se soigner en France. Donc, aujourd'hui, l'opposition ne peut montrer un bilan que ça. Zéphirine Diabré, à la place de la nation, pour son premier meeting, avait donné rendez-vous au Burkinabé qu'il reviendra encore. Il n'est jamais revenu. On n'a pas dit de revenir d'ailleurs parce qu'on ne souhaite pas également que ce soit un Burkina qui chaque fois est en ébullition ou pas. Mais j'ai dit tout simplement que si l'opposition devait faire son bilan aujourd'hui, il n'en a pas. Et la deuxième chose aussi, c'est que malgré tout ce que le Burkina a connu, on a vu très peu le chef de file de l'opposition ou l'opposition aller à l'intérieur du pays pour rencontrer véritablement des Burkinabés ou demander des solutions pour les Burkinabés. Mais l'opposition a demandé à ce que le ministère de Simon Compaoré à l'époque soit divisé en deux pour créer le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Administration territoriale. Et c'était devenu un combat et quand ça a été fait, ils ont créé Victoire. Mais pourquoi ne pas créer encore pour aller plus loin pour que des solutions qui sont là, qui sont des problèmes qui intéressent les Burkinabés soient réglés? Vous, qu'ils soient véritablement des contre-pouvoirs. Tout à fait. Je ne comprends pas très bien la position de Albert sur cette question parce que je me demande quel type d'activité l'opposition aurait pu mener pendant 5 ans pour présenter un bilan. Parce que l'opposition, c'est comme son nom l'indique, c'est s'opposer évidemment. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu en termes de manifestation beaucoup d'actions de la part de l'opposition sur le quinquennat finissant. On a beaucoup plus vu les syndicats que l'opposition. Voilà justement. Bon, on a vu, non, quand on parle peut-être c'est pas sur le plan politique, mais quand on parle effectivement des actions de contre-pouvoir aujourd'hui sur le quinquennat. Vous dites que le coût de vie, le train de vie de Burkinabé ou la cherté, ça a été une réalité? Non, pas ça. Je ne parle pas des acquis du dialogue syndical. Je parle simplement de la présence de l'occupation en termes donc d'action d'opposition entre guillemets au pouvoir en place. Je crois que
que sur ce quinquennat, on a beaucoup plus vu les syndicats que l'opposition politique. Là, je suis d'accord avec lui qu'on n'a pas eu beaucoup d'actions de cette nature, au-delà des points de presse, comme Vaucouman l'a rappelé, au-delà de quelques actions qu'on a vues, des déclarations de presse, on n'a pas vu de manifestations en tant que telles. Peut-être c'est ça le bilan qui manque à l'opposition, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui que l'opposition n'a pas su tirer profit de certaines situations pendant les 5 ans. Sur le plan politique, on a eu le sentiment, en tout cas c'est mon impression personnelle, que l'opposition n'a pas su tirer des dividendes politiques de certaines choses qui ont été posées. Mais peut-être parce qu'elle s'est inscrite, je crois que beaucoup de partis politiques de l'opposition l'ont dit. Il y a eu quand même dans l'opposition quelqu'un comme Soumane Touré qui estime que le chef de file, quelque part, par rapport aux arguments de Albert, le chef de file de l'opposition n'est pas assez teigneux comme il se doit, et donc il n'y a pas que des éditorialistes et des analystes. On parle de l'opposition. Oui, il y a eu ça. Effectivement, ce que vous dites, l'exemple de Soumane Touré, c'est vrai qu'il a dénoncé, mais bon, moi je parlais de l'opposition de façon générale, parce que Soumane Touré, vous connaissez sa position, il est pratiquement opposé. Oui, il a de l'opposition, mais il est opposé à tout le monde, y compris l'opposition elle-même, parce que quand vous le prenez, il tire à boulet rouge pratiquement sur tout le monde. Mais je veux dire, l'opposition de façon générale, et quand on la prend, côté CFOP, côté parti non affilié, etc., on n'a pas vu d'occasion saisie pendant ce quinquennat. Peut-être parce qu'elle s'est inscrite dans une dynamique républicaine, puisque on a vu depuis le début de cette opposition, après la prise du pouvoir du président Kaboré, l'opposition avait déjà dit clairement qu'elle allait s'opposer de façon républicaine avec des forces de proposition. C'est vrai que les propositions, on n'en a pas vu beaucoup, mais bon, on n'a pas vu également les occasions saisies. Oui, on allait avoir le sentiment de... D'abord, terminer. Voilà, non, j'en ai fini, je veux dire simplement qu'on n'a pas trop vu l'opposition. Peut-être c'est ça qui est un bilan manquant que Albert Vaucouman n'a pas réagi depuis là. Non, parce qu'il a parlé du duel Zéphirin Diabré et Eddy Komero. On va attendre que chacun s'exprime sur son score, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon score pour Eddy Komero. Je ne suis pas sûr qu'il soit satisfait de ce score-là. Mais ça, c'est on va attendre les résultats législatifs pour voir. Peut-être que là, effectivement, il peut tirer, avec les informations qu'on a, peut-être il peut tirer motif de satisfaction, puisqu'il semble qu'il risque bien de prendre la tête du chef de file mais là, c'est aucun cas vous dites qu'il n'y a pas de match dans le match. S'il prend le chef de file de l'opposition, c'est quoi? Qu'il ne soit pas satisfait de son score, ça c'est un autre problème. Mais nous, en tant qu'analystes, les deux n'ont pas eu quotient. Qu'est-ce qu'il leur reste? C'est des alliés. Mais en même temps aussi, qu'il le veuille ou non, il y a une compétition qui ne dit pas son nom pour le chef de file de l'opposition. On se retrouve sur ça. Non, ce que je vais dire, c'est que l'un comme l'autre disait quotient. Je veux dire, je pense pas qu'ils sont partis en se disant je vais dépenser. Mais ils l'ont pas eu. Je vais dépenser. Mais s'ils ne l'ont pas eu, qu'est-ce qu'il leur reste? Non. Enfin, les résultats donnent. La CENI proclame les résultats. On regarde qui est devant qui. Mais je ne pense pas que ça soit l'objet d'une compétition. Non, je n'ai pas dit. Mais dans les faits. Oui. Le chef de file de l'opposition, il aurait fait encore mieux parce que Zéphirin Diabré, qui était à sa deuxième participation à une élection présidentielle, en 2015, il est arrivé avec un taux de pourcentage très élevé que cette année, il finit pour une deuxième participation à la présidentielle, il finit troisième avec encore un tel score, il y a problème. Donc ce problème-là, c'est le fait également qu'il va perdre non seulement le chef de file de l'opposition, il me dira qu'il n'a pas envie de s'éterniser là-bas, mais ce n'était pas de cette manière. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour le candidat du CDP, effectivement, je pense que c'est là des motifs de satisfaction. Parce que quand on regarde pendant la campagne, on ne peut pas dire qu'il a vraiment bénéficié du soutien de toute la direction interne et extérieure du CDP. On ne peut pas le dire. Parce que les querelles pour prendre la tête du CDP ont laissé des séquelles. Et malheureusement, s'il avait la grosse machine dont il parle là du CDP, je pense qu'il aurait pu... 30 secondes pour que je quand même... Je pense d'un moment à l'autre, nous retournerons au siège mais je pense que non, peut-être que... Mais bon, ce que vous commencez, c'est un autre sujet. Parce que lui, il parle... Moi, je ne veux que Eddy ne soit pas satisfait de son score. Sinon, je sais que tous les deux, que
que ce soit Zef ou Edi, tous avaient des ambitions kossiamiennes. Ça, c'est connu. Tous les 13 d'ailleurs avaient des ambitions kossiamiennes. Malheureusement, il n'y a qu'un seul fauteuil à Kossiam. Bon, et selon la CENI, c'est des résultats provisoires. Actuellement, c'est Roch qui a été proclamé vainqueur. Il y a un deuxième et un troisième. C'est comme tout concours. Donc aujourd'hui, vu les chiffres, le deuxième c'est Edi, le troisième c'est Zef. Mais si on ramène ça maintenant dans ce contexte, il y a maintenant un concours entre les deux, même si ce n'est pas au départ initialement leur but. Donc ce que vous dites là, je pense qu'il faut dissocier ça. Moi je ne dis pas Edi, il n'est pas satisfait, il voulait Kossiam. Idem pour Zef et pour les 10 autres. Mais ils ne l'ont pas eu. Mais aujourd'hui, les analystes, et vous le verrez, tous les analystes vont se rendre compte entre Edi et puis Zef, qui est maintenant deuxième, qui est troisième. Ça, c'est quand même bon. C'est le béaba des... C'est le match dans le match. Effectivement, comme Dieudonné l'a dit, c'est vrai que du point de vue de l'objectif visé, qui était justement le palais de Kossiam, si on tend aujourd'hui le micro à un certain Edi Kombego, il vous répondra qu'il n'est pas satisfait parce qu'il n'a pas atteint son objectif. Il pourra même dire qu'il n'est pas satisfait également du score qu'il a réalisé au regard justement de l'engouement qu'il avait sur le terrain. Mais bon, en tant qu'analyste et en analysant froidement les choses, je crois qu'il doit se féliciter. Il doit se féliciter d'avoir réalisé ce score-là parce qu'on l'a dit, c'est sa première expérience dans le marigot des 13 là. Dans le lot des 13, il est quand même, il fait partie de ceux qui ont eu cette première expérience avec la présidentielle. Et puis n'oubliez pas évidemment que son parti politique a traversé également une crise, même si à l'intérieur du CDP on le refuse de parler de crise. Bon, il y a eu quand même une certaine scission avec certains cadres de ce parti qui sont allés se rallier à la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo. Et de l'autre côté également, c'est un retour après tout ce que le parti a subi en 2014 et 2015 pendant les élections. Je crois que même il faut reconnaître, des gens ont travaillé politiquement pour faire en sorte que le CDP n'existe plus. Bon, aujourd'hui, on peut dire que le parti s'en sentit à bon compte au regard justement de tout ce que le parti a subi aujourd'hui avec ce score-là. Quand même, c'est en entendant que les résultats soient confirmés. S'il est en deuxième position, juste derrière donc le candidat Christian Kaboré, je pense quand même que c'est quelque chose que on peut féliciter, même si politiquement il n'en est pas satisfait lui. Oui, et Albert, on va essayer d'évoluer. Maintenant, par rapport à ces chiffres que nous commentons et qui ne sont pas pour la plupart une surprise pour beaucoup d'observateurs, est-ce qu'on peut dire au regard des performances qui nous sont données par la CENI qu'il y a des enseignements à tirer? Est-ce que sur l'échiquier politique, ça redessine les choses? Oui, naturellement, ça redessine parce que déjà, si le CDP arrive en deuxième position, on attend de voir les résultats définitifs des élections législatives. Ça va nous permettre de savoir si aujourd'hui encore le CDP arrive en tête avec du côté de l'opposition avec les législatives devant l'UPC. Ça veut dire que le CDP prend la place peut-être du deuxième baobab maintenant ou du premier baobab. On ne sait pas. Maintenant, deuxième force politique. Maintenant, on sait bien que l'UPC aura beaucoup régressé parce que quand vous regardez, et vous l'avez si bien dit au début, par exemple dans la COSI, les démissionnaires de l'UPC ont quand même réussi à se faire élire. Ça veut dire que là, l'UPC perd déjà une bonne partie de militants dans cette province. Dans le TUI également, le député maire qui était démissionnaire aussi de l'UPC a réussi à se faire élire avec le MBF par exemple de Daouda Simboro. Ça veut dire encore que l'UPC perd encore du terrain dans cette zone. Et quand vous partez un peu plus loin, vous allez voir qu'il y a des localités où l'UPC n'a pas pu se faire élire. Donc naturellement, ça crée problème. Et quand le NTD arrive par surprise, on peut le dire ainsi, pour ceux qui ne vont pas venir de loin et qui actuellement peut-être sera avec une dizaine de députés, ce qui vaut déjà un groupe parlementaire. Si c'est confirmé, ça veut dire qu'on a désormais une autre force politique qui s'impose. On verra bien le classement après tout. Est-ce que c'est le CDP, la deuxième force politique, ou c'est l'UPC, ou c'est NTD qui sera la deuxième ou la troisième force politique? L'un dans l'autre, il n'y a rien à faire, la carte politique est en train de se redessiner. Mais en plus de ça aussi, vous avez des partis politiques quand même qui ont réussi aussi à engager des députés déjà de façon provisoire qui sont de nouveaux partis. Donc il faut aussi compter avec ces partis. Tout comme d'autres têtes du terrain, on voit par exemple l'UNIPS qui n'est pas sûr de faire mieux que son score de 2015. Donc
il n'y a rien à dire. Il y a également le PDS. Voilà, il y a le PDS également. Qui risque de ne pas faire le parent également. Donc c'est une évidence. C'est une évidence. Il y a la carte politique se redessine. Mais est-ce que la carte politique se rajeunit? C'est une autre question aussi qu'on peut se poser. Et on verra bien après. On regarde la composition des listes. Si la carte politique a rajeuni ou la carte politique reste toujours avec cette tête qu'on connaissait déjà il y a quelques années. Oui, Joachim. Je pense que la recomposition sera intéressant de regarder surtout du côté de la majorité comment cette recomposition-là va se faire. Parce qu'on avait jusqu'à présent le MPP, puis le Parent, puis l'UNIR-PS et le NTD. C'est eux qui formaient le gros de la majorité présidentielle et qui occupaient les différents postes ministériels. Avec les résultats des législatives provisoires, qui ne sont pas encore publiés, mais dont on a les chiffres, tout change. Tout a beaucoup changé. Il a parlé du NTD qui a fait une percée. Si le MPP arrive à avoir une majorité absolue, tout change. Je veux dire, le NTD va évidemment avoir son groupe parlementaire, mais pour la formation du gouvernement, pour le partage du pouvoir, ça donne des coudées un peu plus franches au président et à son premier ministre, par exemple, de nommer des gouvernements, un gouvernement qui soit, qui rentre dans son canal et qui pourrait peut-être satisfaire Émile Paré qui se plaignait depuis longtemps qu'il y a des gens à l'intérieur du gouvernement qui ne sont pas incartés EPP et qui n'ont pas de compte à rendre et qu'il fallait les virer du gouvernement. Donc, c'est la recomposition, c'est au niveau de la majorité qu'il y a un gros enjeu. Au niveau de l'opposition, de la majorité, au niveau de l'opposition, bon, il y aura quelqu'un qui va prendre la tête du chef de file de l'opposition, et puis les autres, qui seront là, qui vont s'affilier ou pas. Ce qui est sûr, même quand on a 2 ou 3 députés aujourd'hui, c'est pas sûr, comme le Parent ou l'UNIR-PS l'ont vu en 2015 et qu'ils les ont monnayé cher, c'est pas sûr que cette année, c'est pas sûr que cette année, voilà, ce marchandage c'est ça qui est. C'est exactement ça parce que nous sommes dans une dynamique où c'est vrai que le débat sur la législative, c'est un débat prématuré. On n'a pas encore les chiffres officiels, mais bon, tout porte à croire également que le MPP est en train de se conforter dans une certaine majorité où il risque de ne pas avoir besoin justement de ces alliances-là. Donc on se pose la question de savoir si le monnayage des députés là va se réaliser, parce que même si vous venez aujourd'hui avec un groupe parlementaire que le MPP n'en a pas besoin, puisque effectivement ça, il faut payer cher. Hein. On a vu en 2015 évidemment, avec 3 députés on peut se faire 2 ministres et puis des postes d'ambassadeurs et tout. Est-ce que ça sera le cas cette année? C'est une question que l'on se pose. Voilà, ça ne sera pas le cas évidemment. Et puis l'autre aspect également, c'est que on risque d'assister à des partis parlementaires qui vont peut-être quitter complètement l'Assemblée nationale parce qu'ils vont se retrouver avec 0 député. Alors, c'est vraiment une nouvelle dynamique qui se dessine, et on n'oublie pas aujourd'hui qu'au niveau du MPP, c'est le dernier mandat également du président Kaboré. En 2025, ça va être terminé pour lui. Donc, en réalité, sur le plan politique aussi, le parti va travailler justement à préparer un dauphin, parce qu'en réalité, cela va se jouer aussi beaucoup à l'Assemblée nationale. On ne sait pas comment les choses vont se présenter, mais bon, tout porte à croire que le MPP, à la dynamique où vont les choses, n'aura pas forcément besoin d'aller, entre guillemets, acheter d'autres députés pour avoir une majorité confortable, comme il a dû le faire en 2015. C'était pas évident. Bon, certains partis politiques l'ont rejoint. Bon, cette fois-ci, certains voudront rejoindre, mais peut-être que l'MPP ne voudra plus de leur service. Exactement. Oui, effectivement, on ne sait pas. Bon, c'est vrai que quand on regarde un peu les résultats officieux, parce que c'est issu des CPI à gauche, à droite, mais les législatives, bon, le MPP risque de faire le grand chelem. Oui. Voilà, le grand chelem, la présidence, et puis au niveau de les législatives. Maintenant, effectivement, on se pose des questions s'ils ne l'ont pas, parce que la grande question, c'est de savoir si on aura une Assemblée nationale monocolore, ou bien une Assemblée nationale bigarrée. Parce que dans ce cas, comme l'a dit Vokuma, si on a des petits partis, entre guillemets, qui ont 2, 3 députés, ben, le MPP peut se retrouver prisonniers de ces petits partis-là qui vont effectivement, en tout cas, faire pratiquement du chantage. Vous nous raquez 3 ministères, des DG, des directions générales, et on vous soutient, voir des postes d'ambassadeurs, ou bien une chose. On l'a vu, même sous la Misana, il y avait souvent un seul député qui bloquait tout. Et c'était pas évident. Donc, et on a ça. Mais si
les tendances se confirment. Parce qu'un parti comme le MTD, qui est un parti satellite à forte gravitation MPPiste, parce que c'est clair, il faut le dire. Ça va pas faire plaisir à Oui, c'est un parti. Même si, effectivement, sur le terrain, le MPP l'a combattu, le MTD est de la mouvance présidentielle, et pour ne pas dire, c'est un parti satellite du MPP. Il devait d'avoir un candidat à la présidentielle. Voilà, donc, ils ont fait une percée phénoménale. Parce qu'ils sont à peu près à une dizaine, ce qui fait le double de leur score de 2010. Un tel parti, 2015. Donc, un tel siège de campagne du MPP où le président Roch-Marc Christian Kaboré, nouvellement élu selon les chiffres de la CENI provisoire, va prendre la parole. Messieurs les journalistes, je voudrais tout d'abord dire que c'est avec humilité et une grande émotion que j'accueille les résultats provisoires qui ont été énoncés par la CENI ce matin concernant l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je voudrais dans un premier temps traduire toute ma reconnaissance au peuple burkinabé, tant de l'intérieur que de la diaspora, pour leur engagement et pour la foi qu'ils ont à la démocratie. Cette élection que nous avons eu à faire est une élection qui a un caractère historique pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée, contexte d'insécurité que vous connaissez tous. La seconde, c'est que c'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora participent à ces élections. La troisième, enfin, confirme l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer tous ceux qui ont participé à cette élection présidentielle, parce que, comme je l'ai dit dès le départ, à l'ensemble de ces candidats, j'ai un profond respect pour leur engagement et pour les différents programmes qu'ils ont déroulés durant cette campagne. Je voudrais les féliciter de leur participation, de leur engagement sur l'ensemble du territoire national et du fair play qui a été constaté tout au long de cette campagne. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. C'est pourquoi je dis que je mettrai tous mes efforts pour que dans la concertation permanente, dans l'échange effectivement que nous pourrons avoir, nous puissions ensemble travailler à la paix et au développement de notre pays. Sur le plan du programme que nous avons développé durant l'ensemble de la campagne, je m'engage effectivement à ce que nous puissions réaliser ces programmes. C'est vrai, c'est une victoire que nous avons obtenue. Il y a de la joie, effectivement, que nous avons au cœur, mais c'est également une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes et sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. Je voudrais simplement encore une fois vous remercier de votre attention et dire que je souhaite que Dieu bénisse le Burkina Faso et qu'ensemble, l'ensemble des filles et des fils de Burkina Faso, nous puissions bâtir notre patrie dans la paix, la sécurité et le développement pour tous. Je vous remercie.
Voilà, c'était là donc le président réélu Roch-Marc Christian Kaboré pour un second mandat de 5 ans. Dieudonné, pour ces premiers mots du président Kaboré, ce sont des mots de rassemblement, de rassembleur, du président de tous les Burkinabés. On retient ces quelques phrases. Oui, d'humilité, de rassemblement, ce qui rejoint un peu ce qu'il avait dit. Et pour parler en latin, mutatis mutandis, c'est-à-dire exactement ce qu'il avait dit lors de sa campagne. C'est vraiment, il est resté attaché à ça. C'est-à-dire que en écoutant ces premiers mots du président réélu, il ne restera pas enfermé dans sa tour d'ivoire et d'ivresse que sont souvent les palais présidentiels, mais il va mettre la main dans le cambouis, et à commencer par les 2 chantiers dont il n'a eu de cesse de parler lors de sa campagne, la sécurité et puis la réconciliation nationale. Donc je pense que bon, il n'y a pas grand chose à dire à ce qu'il a, il a fait preuve d'humilité, et il a promis que en tout cas il restera attaché à ces promesses. On dit souvent que les promesses de campagne n'engagent que ceux qui croient. Je crois qu'il est conscient que ce second contrat que le peuple lui a renouvelé, c'est pour lui permettre en tout cas de valider le premier quinquennat qui fut, comme je le dis, tout sauf un long fleuve tranquille. D'accord. Voilà. Oui, Joachim Vokouma. Oui, je note effectivement, comme je donnais, le mot humilité, surtout responsabilité. C'est-à-dire que les 57% des voix, si c'est confirmé par le Conseil constitutionnel, ce n'est pas un blanc-seing. C'est une responsabilité. Voilà des gens qui vous donnent massivement, un peu plus qu'en 2015, la responsabilité de les diriger pendant 5 ans. C'est une grosse responsabilité. Et je pense que ce dernier mandat, puisque bon, il ne peut plus briguer notre mandat, c'est l'occasion pour lui en tout cas de mener des réformes difficiles qu'il n'a pas pu mener pendant le premier mandat. On va y arriver sur les priorités certainement qu'il pourra avoir. Oui, Paul Miki, Vokouma l'a dit, en 2015, le président Roch-Marc Christian Kaboré avait été élu avec un score, et en 2020, il améliore son score. Joachim estime que ce n'est pas un blanc-seing. Votre analyse? Non, je pense également que ce n'est pas un blanc-seing. Moi, je me méfie d'ailleurs des scores, parce que l'histoire de ce pays nous rappelle qu'en 2010, quelqu'un a eu un score fleuve, il n'a pas fini son mandat. Je voudrais simplement dire que, évidemment, on a aussi le taux de participation qui est un élément essentiel à observer dans ces élections-là, mais ce n'est pas le plus important. Nous sommes en démocratie, un président a été élu, et je crois d'ailleurs que c'est un nouveau défi qui se présente à lui. C'est vrai que ces premiers mots que nous venons d'écouter là, il a parlé d'humilité, et je constate également l'humilité, même dans le gestuel pendant cette allocution, et je crois d'ailleurs que c'est l'un des caractères qui a sauvé le soldat Roch-Marc Christian Kaboré dans un tourbillon de crise qu'on a connu en 5 ans, parce que imaginez le contraire, ainsi on avait dans cette situation, beaucoup de Burkinabés ont eu donc des soucis pendant le mandat en termes d'insécurité, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de front social, tout ce qu'on a connu pendant le mandat. Si en face on avait un président qui avait donc un autre discours, j'allais dire à la limite de l'arrogance, tout le contraire du tempérament du président Kaboré, peut-être qu'on aurait eu une autre situation où lui-même allait être dans des difficultés pour se faire élire. Donc je pense que c'est un caractère qu'il a d'ailleurs sauvé dans toute cette situation, et qui a permis donc d'attirer vers lui les sentiments de millions de Burkinabés. Mais là, nous sommes effectivement dans un nouveau combat, et je crois que c'est le premier mandat. Et bon, il y a eu certainement des tâtonnements, c'était son premier exercice en tant que chef d'État, et pour ce mandat qui commence, il y a pas mal de leçons à tirer du précédent pour justement mettre en application effectivement les engagements qu'il a pris pendant la campagne électorale, et évidemment le plus gros défi, je pense bien, c'est mettre les Burkinabés au travail. D'accord, on va y revenir, mais on repart au siège du MPP, où on va retrouver Ahadi Sandamba. Ahadi, bonjour, vous êtes avec un invité. C'est bon, hein? On peut aller? D'accord. Oui. Bonsoir Fousseni Chindo. Nous sommes au 3e étage au niveau du QG
du MPP 6 toujours à Nonsin, un quartier de Ouagadougou. Je suis en compagnie de M. Bachir Ismaël Ouedraogo, qui est le responsable de la jeunesse au niveau du MPP. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous venez de remporter les élections. Bon, c'est vrai, c'est un résultat provisoire. Comment est-ce que vous vous sentez après cette victoire? Écoutez, nous sommes animés de beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté pour le président Roch Marc Christian Kaboré, parce que vous avez vu les 5 années, ce n'a pas été des années faciles. Malgré cela, il a pu dérouler son programme et c'est ce que le peuple a sanctionné, en montrant que les 5 années ont donné espoir à la population. Malgré les difficultés, il a été à la hauteur. Et cette fois-ci, on lui donne 5 années avec un mandat très clair et sans embâche. Et vous avez vu le score du président Roch Marc Christian Kaboré comparé à son poursuivant immédiat, c'est clair et net. Il n'y a pas de match, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu de combat. Le coup KO a été consommé et c'est la joie ici. Mais nous sommes encore plus fiers parce que le MPP montre aujourd'hui que c'est le premier parti au niveau du Burkina Faso, que le travail qui a été fait sur le terrain est un travail formidable. Mais en tant que premier responsable des jeunes, je tiens à saluer le travail extraordinaire qui a été fait par la jeunesse de façon générale. Au niveau donc du MPP, travail de fourmi, vous avez vu un peu partout, le travail de proximité, les porte-à-porte, c'est ce qui a payé. Et je voudrais que les gens comprennent qu'il n'y a pas eu d'extraordinaire, il n'y a eu que le travail. Et la leçon que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est le travail qui a payé. Le président Roch Marc Christian Kaboré s'est donné. Littéralement, il s'est donné pour le Burkina Faso. Et nous avons vu les résultats sur le terrain. Au-delà du Burkina Faso, il a été apprécié partout, dans le monde entier. Et ça fait une fierté pour tout le Burkina Faso. Vous voyez aujourd'hui, quand nous regardons, que ce soit sur le plan économique, sur le plan vestimentaire, vous avez vu l'impact qui a été fait par le travail de cet homme-là. Mais je tiens à saluer les forces de défense et de sécurité. Ils ont fait un travail extraordinaire. Malgré tous les problèmes, nous avons eu toutes les nouvelles possibles, mais ils ont tenu bon. Ils ont fait de telle sorte que nous avons pu organiser ces élections-là. Et vraiment, je tiens à les saluer parce que beaucoup de gens proclamaient un peu le déluge pour le Burkina Faso, qu'il allait y avoir des problèmes. Mais au soir donc du 22, vous avez vu, les forces de défense et de sécurité ont tenu. Mais il y a un seul gagnant aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui a gagné. Le peuple burkinabé a gagné, a montré sa maturité. Vous avez vu une élection qui a été organisée vraiment sans accroc, sans problème. L'une des meilleures élections que nous avons pu organiser au niveau du Burkina Faso. Le peuple burkinabé est mature et a montré aux marchands d'illusions qu'aujourd'hui, si vous voulez faire de la politique, il faut réellement vous consacrer, il faut réellement faire le travail de fond. Et c'est ce que le président Roch Marc Christian Kaboré a fait, c'est ce que le MPP a fait. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Un coup, KO, Akuna, Game over. Merci beaucoup à vous, M. Ouedraogo. Merci voilà, beaucoup. nous allons recevoir M. Clément Sawadgo. Voilà, merci beaucoup et bonne suite. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Fousséni Chindo, vous avez vu tout de suite M. Bachir Ismaël Ouedraogo qui est venu avec un nombre de jeunes derrière lui. Nous recevons cette fois-ci M. Sawadgo, Clément Sawadgo, c'est le premier vice-président du MPP. Il est en même temps le porte-parole du candidat Roch Marc Christian Kaboré. Oui, Monsieur le Président, après cette élection, comment est-ce que vous vous sentez? Naturellement, ce sont des sentiments de joie. Nous sommes heureux de cette victoire. C'est une victoire sans appel, sans tâche et sans faute. Nous avons amélioré disons que nous avons battu notre propre record en améliorant le score à 57,87%, alors qu'il y a 5 ans, le président Roch avait obtenu 53 et quelques. Alors plus de 4 points de différence. Cela veut dire que en 2015, c'était le coup d'essai qui a marché. Et là, nous avons marqué le coup de maître. Oui, vous avez marqué le coup de maître, je vous prends au mot comme vous le dites. Quelle est la stratégie qui a été mise en place pour dépasser votre propre score, comme vous l'avez dit? Non, c'est une stratégie qui s'inspire fondamentalement de ce que nous avons fait sur le terrain. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher sur la Lune ou sur toute autre planète des choses à vendre au peuple. Ce qui intéresse le peuple, c'est le vécu quotidien. C'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse améliorer les conditions de vie.
en matière de santé, en matière d'hydraulique, en matière d'éducation, en matière d'infrastructure, notamment routes, etc. Et le président Roch a centré toute son action sur ces aspects qui sont des aspects se référant aux besoins vitaux de la population. Vous voyez que ce soit le programme passé ou le programme qui va s'engager bientôt, ce sont ces aspects-là qui sont primordiaux. Donc ça a été une campagne de la réalité, du réalisme, ça a été aussi une campagne de l'audace, ça a été une campagne de la détermination, parce qu'il a affiché aussi cette détermination en disant « nous allons encore réaliser beaucoup de choses pour ce peuple ». Oui, vous l'avez écouté quand on écoute son programme, sa déclaration plutôt. Et en tant que porte-parole, quel commentaire vous faites de cela quand il dit « je suis le président de tous les Burkinabés ». Alors, cela lui colle bien. Comme vous le savez, il est un homme d'État. Il est un homme de vision. Mais aussi, il est un homme d'écoute, de dialogue, un homme de rassemblement. Et il a certainement voulu le dire, Burkinabé de toutes conditions, de toute opinion, je suis élu, je serai votre président à tous, sans exclusive. Et cela, je pense, est très important. C'est ça qu'il a voulu refléter. Et je dis bien que ça lui colle bien parce qu'il a toujours été comme ça. Il a toujours été l'homme de tout le monde. Il a également parlé du programme qui a été peut-être genre une promesse électorale. Et est-ce qu'au niveau du MPP, vous attelez réellement à respecter vos promesses? Non, c'est clair. Si vous parcourez les taux de réalisation de ce qui était prévu dans le précédent programme, le Plan national de développement économique et social PNDES, vous vous rendez compte qu'on frôle les 75%. En dépit du contexte extrêmement hostile que nous avons traversé. Ce qui veut dire qu'on tient notre parole. Il en sera de même pour ce programme qui va s'engager. Toutes les promesses qui ont été faites lors de cette campagne, et vous le savez bien, il n'a pas seulement fait que des meetings, il a fait des rencontres avec les forces vives de toutes les régions. Il a noté les préoccupations essentielles. Toutes ces promesses qu'il a eu à faire, il va les réaliser. Ça, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Merci beaucoup à M. Sawadgo. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du MPP et vous êtes également le porte-parole du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Merci. Merci. Voilà, donc c'était Ahadi Sandamba avec ses invités au siège de campagne du MPP, 6 à Nossin, dans un quartier populaire de Ouagadougou. On va revenir sur ce plateau, donc Joachim Voukouma, pour rapidement la dernière ligne droite. Roch-Marc Christian Kaboré, par des résultats provisoires, est réélu. Quelles seront ses priorités? Qu'est-ce qu'il doit changer s'il veut véritablement réussir son prochain quinquennat? Lui-même l'a dit, hein, la première priorité, c'est la sécurité. C'est pas nouveau. Lors de la campagne, il a évoqué ça. Il a dit le premier mandat a été perturbé par la sécurité, la grogne sociale et la Covid. Ouais. C'est tous ces éléments-là qui ont plombé d'une certaine manière le mandat. Donc la première, effectivement, préoccupation des Burkinabés, c'est la sécurité. Et à Kaya, par exemple, il a promis de tout faire pour que les déplacés internes puissent rejoindre rapidement leur domicile. Je crois que c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il faut relancer le dialogue avec les syndicats. Ça devait dû avoir lieu en septembre, ça n'a pas eu lieu. La campagne est entrée rapidement en jeu et ça n'a pas eu. Donc il faut relancer le dialogue social. Et sur ce côté-là, je pense qu'au niveau de la grogne sociale, il faudra rapidement que les deux parties se retrouvent et qu'au niveau des enseignants, de la santé et des finances, que ces questions-là soient réglées une bonne fois pour tous. Est-ce qu'il faut relancer, donner un nouveau souffle au dialogue sur la remise à plat des rémunérations? Je pense que c'est une question qui était restée en suspens, qu'il faut vider maintenant. Il faut vider parce que, évidemment, quand on regarde, il y a une injustice énorme dans la fonction publique avec des gens qui ont le même diplôme mais qui ont des salaires de base très très différents et ça crée une injustice et une frustration. Ça, c'est un dossier fondamental qu'il faut vider et ensuite, évidemment, sur les autres questions liées à l'indépendance de la justice, c'est acté. Il faut peut-être faire un retour pour regarder. Depuis 2015, les juges sont, en tout cas la justice est indépendante. Pourquoi certains dossiers qu'on attendait
ne sont pas encore remettre les juges au travail. C'est vrai que le temps de la justice n'est pas le temps. C'est vrai que le dossier Thomas Sankara est bientôt, on a dit que c'est pratiquement prêt. Maintenant, il y a d'autres dossiers aussi qui sont là, qui attendent, et il faut que ça avance. Donc, en tout cas pour moi, la priorité c'est la sécurité et la grande sociale. Il faut trouver rapidement, en tout cas, un accord. On a parlé de concertation permanente. Il faut trouver un accord rapidement avec les syndicats pour que les grèves, les mouvements d'humeur cessent, parce que ça plombe énormément le fonctionnement du pays, ça remet en cause la dynamique économique et ça nous prive énormément de ressources pour le développement du pays. Oui, Albert Nagrego, pour vous, ces priorités, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il doit pouvoir changer si véritablement il veut réussir le challenge? C'est d'abord de constituer très rapidement un gouvernement qui soit à la hauteur de la situation. Mais en attendant que ces résultats soient confirmés. Oui, mais c'est parce que déjà on est en train de parler. C'est parce que c'est déjà la voix qu'on en parle aujourd'hui, sinon il n'allait pas s'exprimer de façon officielle là tout à l'heure. Donc moi je dis que si vous voulez qu'on mette au conditionnel, si c'est confirmé, c'est de constituer rapidement un gouvernement qui soit à la hauteur de la situation. Et cette situation-là, c'est bien entendu la question de la sécurité, mais au-delà de la question de la sécurité aussi, il y a la question de la justice, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis l'insurrection de 2014, il y a le procès de l'insurrection qui attend toujours. Des gens ont vu que le procès du putsch a eu lieu, l'insurrection n'a pas eu lieu. Il y a le procès également à l'affaire Thomas Sankara aussi qui est en cours. Il y a bien d'autres, comme il a si bien lui-même dit, le retour des déplacés internes. Mais il faut aussi travailler à beaucoup changer, lutter contre la corruption aussi, qui est un phénomène très à revoir. Il y a le dialogue aussi avec l'opposition, les syndicats. Voilà. Mais quand on regarde, on se dit que la priorité, c'est aussi, ça va être dans la continuité, parce que le programme, son programme qu'il a déroulé pendant cette campagne, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui sort de son programme de 2015. Il est resté à peu près dans le même registre, donc on s'est dit que ça va être la continuité, sauf qu'il faut travailler à avoir une bonne équipe gouvernementale qui va travailler à réaliser cela. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de savoir que si l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le MPP arrive à confronter sa position, ça va changer la manière de gouverner, parce qu'il aura forcément la même mise, il aura quand même quitus pour faire les choses, parce qu'il a la majorité absolue, il peut constituer son gouvernement comme il le veut, il peut développer ses projets comme il le veut. Ça peut être également le plus dans cette affaire d'élection ou de sa réélection. Oui, Dieudonné Zoulana. Oui, je dirais que les circonstances d'une élection ou d'une réélection donnent en même temps toujours aussi la fragrance du mandat. Et les circonstances de cette réélection de Roch sont connues. Hein. C'est connu. Si le peuple a renouvelé sa confiance au président sortant, c'est qu'il estime que le bateau sous la houlette du capitaine Roch a toujours un vent favorable. La brise est toujours favorable, il y a une brise d'espoir. Mais dans les cales... C'est un bateau qui vient avec un tunnel ou c'est un bateau de la mer. Mais dans les cales de ce même bateau, il y a des choses bonnes, mais il y a aussi des cargaisons faisandées dans les cales de ce bateau. Donc il faudra, et ces cargaisons faisandées-là ont pour nom, je ne vais pas repasser les plats, il y a la sécurité, il y a la réconciliation nationale, il y a les fronts sociaux, il y a le fait qu'il faut remettre les Burkinabés au travail. Et les Burkinabés souffrent autant dans leur nerf que dans leur chair. Et il faut désormais appliquer une hygiène du pouvoir qui je rejoins Nagrego, qui doit aller jusqu'à l'équipe gouvernementale et vraiment à amorcer un autre cap. Et je pense que si Roch applique ça, parce que si on lui a renouvelé vraiment cette confiance, c'est qu'on estime qu'il peut en tout cas faire tout pour valider le premier mandat là. Donc je pense que, et c'est connu, en tout cas le diagnostic est fait, il reste la prophylaxie à appliquer aux malades, aux grands malades qu'est le Burkina, parce que les 5 dernières années ne furent pas faciles. Bon, et puis on verra, parce que c'est son dernier mandat. Mais autre chose, et je finis là-dessus, généralement aussi le dernier mandat d'un président, il a les coudées franches, parce qu'il n'entend plus rien du quinquennat à venir. Donc il peut vraiment agir
vraiment comme il le veut. Bon, généralement, j'ai entendu le président Roch dire que de toute façon, être diesel n'est pas le problème, mais c'est pouvoir aller à bon port. Effectivement, quand le taxe de président diesel ou de président C-130, vous savez, cet avion militaire qui démarre très lentement au sol, mais une fois au vol est très résistant. Qu'il soit ce genre de président n'est pas un problème, mais qu'il puisse vraiment conduire le bateau burkinabé à bon port, il l'a dit, vers des lendemains meilleurs. C'est ce qu'on souhaite et c'est lui qui doit vraiment donner le tempo, c'est lui la locomotive et les Burkinabés l'ont donné cette conscience. On attend de voir et c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon et le bon. Il a été réélu. Bon, au travail, Monsieur le Président. Oui, on termine avec vous, Paul. Oui, c'est vrai que le principal défi actuellement, c'est la question sécuritaire. Je crois que le président Kaboré est beaucoup attendu sur ce front-là. Pendant la campagne électorale, on a vu qu'il était pratiquement seul contre les autres candidats qui avaient une nouvelle approche sur la question terrorisme, mais lui, il est resté ferme sur la non-négociation et on espère effectivement que dans cette dynamique-là, il va trouver la solution, évidemment, pour faire en sorte que nous puissions récupérer les parties du territoire qui sont occupées par les terroristes, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas pu faire l'élection à l'issue de laquelle il est élu président dans certaines zones. Et de l'autre côté également, il va falloir faire en sorte que des soldats burkinabés n'aillent pas mourir pendant le combat. Je pense que ça doit être un défi. Et la protection des soldats qui vont au front, on ne doit plus vraiment entendre que des soldats sont tombés de cette manière-là. Idem pour les volontaires pour la défense de la patrie. Ça, c'est vraiment sur la question sécuritaire. S'il reste dans cette dynamique, donc, d'aller au combat, contrairement à ce que les autres ont proposé, c'est l'approche négociation. Alors, la deuxième chose qui devrait faire très rapidement, c'est d'améliorer la gouvernance. Parce que je crois d'ailleurs que la gouvernance, la mauvaise gouvernance a été l'un des facteurs qui ont déclenché l'insurrection. Et aujourd'hui, si on doit faire le bilan de l'insurrection... J'en parle parce que ça me touche personnellement, parce que c'est un combat qu'on a mené, c'est une revendication qu'on a portée pendant plusieurs années. Il y a eu beaucoup d'insuffisances cette fois-ci, mais c'est un début, c'est une bonne chose. Et je pense que ça à mettre à son actif, c'est pour les Burkinabés de l'extérieur, c'est historique. C'est un engagement qui a été tenu. On a un ministère à plein, ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Et moi, personnellement, c'est peut-être pas mon rôle, mais j'invite en tout cas les Burkinabés de l'extérieur à s'y impliquer, parce que s'il y a un échec, il est possible que ce ministère-là soit supprimé. Donc, il faut que les Burkinabés de l'extérieur s'impliquent pour qu'il y ait un succès, qu'il y ait des résultats concrets, pour que justifier justement la création de ce ministère à temps plein, parce que dans d'autres pays, il y a eu des expériences concluantes, heureuses. Il n'y a pas de raison que dans notre pays aussi, il n'y a pas ces expériences heureuses-là. Et il y a un travail qui est fait. Et je pense que ça va dans le bon sens. Et il faut que tout le monde s'implique pour que voilà, le sens de ce ministère-là ne soit pas remis en cause. Tout à fait. Juste une question subsidiaire à Dieudonné. Est-ce qu'il faut craindre peut-être la réaction de l'opposition et voilà, comment certainement on pourrait... Oui, à 16h, aujourd'hui, à 16h, l'opposition va faire une déclaration, une conférence de presse. Nous avons été dûment invités. Bon, on attend de voir, non, parce qu'il y aura des recours, hein. Il y aura des recours. Bon, mais je pense que toute raison gardée, bon, je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à une crise exacerbée post-électorale. Sinon, il y a des recours, il y aura des recours et bon, le Conseil constitutionnel va sûrement retoquer certains chiffres, mais bon, je pense que ça ne pourrait pas jouer. Voilà, ça ne pourrait pas jouer sur vraiment les résultats définitifs que ces grands juges vont choisir. Mais on attend de voir la déclaration de l'opposition. Bon, je ne sais pas ce qu'elle dira, mais elle va aussi étaler ses griefs et puis ce qu'elle pense de ce scrutin. On a déjà eu un avant-goût, bon, avant l'élection. Bon, donc on attend de voir la déclaration de l'opposition à 16h aujourd'hui même. Oui, en fait, c'est pour dire que ça peut être l'occasion de féliciter le président élu provisoirement, ça peut être le contraire également, mais je pense que déjà du côté de l'opposition, hein, c'est presque fini, parce que apparemment la communauté internationale a déjà convaincu l'opposition, parce que quand vous regardez le retour des 5 commissaires la dernière fois, les observateurs internationaux ont dit que ça fait partie de leur médiation avec l'opposition. Je crois également que les observateurs internationaux dans leur rapport ont tous dit également
également que les résultats n'entachent pas la crédibilité du scrutin, les irrégularités, n'entachent pas la crédibilité du scrutin. Donc je pense déjà que c'est une manière... Et même dans l'opinion publique, également, oui, tout à fait. n'est pas trop favorable. Je pense que jusque-là, l'opposition n'a pas forcément le soutien de... L'opposition n'a pas forcément le soutien de l'opinion et il va falloir accepter les résultats tels. Mais au niveau des législatives, il faut accepter que peut-être des recours peuvent avoir lieu. Et puis, on va certainement revenir sur ce plateau. Les uns et les autres. Voilà, comme aux États-Unis. Donc je pense que pour l'opposition, c'est vraiment de prendre les résultats comme ça. C'est douloureux, ça fait mal peut-être, parce que beaucoup ne s'attendaient pas à un tel score. Ils s'attendaient beaucoup plus à ça. Parce que ça vraiment, ça cristallisait, parce que même en ville, j'ai vu même des gens qui ont failli en venir aux mains, parce que on dit c'est impossible qu'il y ait un coup KO, il faut forcément le second. Il y en a. Mais est-ce que là aussi, l'opposition n'a pas préparé les esprits un peu? Le problème, c'est que l'opposition manque souvent aussi d'anticipation. Est-ce qu'on a dit qu'il n'y aura pas un coup KO sous l'effet comme ça de voir la carte politique? Parce que Zéphirin Diavel a toujours dit qu'avec la présence de ces forces politiques-là, désormais, quelqu'un ne peut pas parler d'un coup KO. Donc, ça dit, c'est des appréciations qu'ils ont fait de façon empirique et croient qu'il ne peut pas avoir un coup KO. La réalité des faits a été montrée. Scientifiquement, ça n'a pas été montré. Du côté de la majorité, peut-être avec Roch Kaboré qui vient d'être élu, eux aussi vous diront que peut-être ils s'attendaient à un score de 70% au premier tour. Et rapidement, pour rebondir ce qu'il a dit, en fait, les gens ne font pas la lecture de la carte électorale parce qu'effectivement, en 78, par exemple, tout le monde disait que la Misana allait passer au second tour. C'est l'envoyé spécial au premier tour. C'est l'envoyé spécial de France Inter qui, au regard de la carte électorale, a dit qu'il y aura ballottage. Effectivement, Macaire a balloté la Misana contre toute attente. Donc souvent, il faut faire... Mais les gens ne font pas la lecture. Il n'y a pas de Macaire. Non, je ne sais pas. On va s'arrêter là de dire les choses pour ce plateau spécial. Certainement qu'on reviendra sur ce plateau pour d'autres analyses, décryptages et commentaires de l'élection présidentielle, mais qui plus est des élections législatives qui n'ont pas encore donné de résultats provisoires. Il était là donc sur ce plateau Joachim Vokuma de Kasseto.net, Paul Mikirwamba de Waga FM, et Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Fasso et Albert Nagrego de Libre Info. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci à Ahadi Sandamba qui était du côté du siège de campagne du MPP à Nossin. Et merci à toute l'équipe technique et l'équipe de coordination dirigée par Olopoda. Merci et à bientôt. de Burkina Faso Famundi, région de Chantel-Escache, date de Tenkodoka, Natenka. Vote à novembre qui a empêché de Yiba. Nerfa Banga, na woman, na Kelre, na Masuli, na Re, na Tu. When I'm Malani in a Taya Nava.